Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel espace dédié aux mystères qui consument nos nuits. Je suis particulièrement ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir un chapitre totalement inédit de notre aventure. Vous le savez, cette communauté grandit de jour en jour grâce à votre confiance et à vos retours précieux. Les confessions de l'étrange reviennent ce soir sous une forme encore plus brute, plus intime et profondément terrifiante. J'ai passé ces dernières semaines à parcourir des centaines de courriels envoyés par nombre d'entre vous. Derrière chaque message se cache une voix tremblante, un souvenir refoulé ou une blessure invisible que le temps ne peut effacer. Ce ne sont pas de simples histoires inventées pour faire frissonner les amateurs de sensations fortes. Ce sont des fragments de vie bien réels, des confessions authentiques qui ébranlent notre perception cartésienne du monde. Pour cette nouvelle saison, j'ai sélectionné 5 témoignages particulièrement troublants qui m'ont personnellement hanté. Des événements survenus dans le secret de vieux appartements, au détour de routes désertes ou au cœur de bâtisses chargées d'histoire. Ce soir, nous brisons le silence pour donner la parole à ceux que l'on n'a pas voulu croire. Car le paranormal commence souvent là où s'arrêtent nos certitudes les plus ancrées. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières principales autour de vous et mettez votre casque. Laissez-vous emporter par l'atmosphère de cette nuit qui s'annonce exceptionnellement longue. Nous allons voyager à travers le temps et l'espace pour rejoindre nos témoins. Le premier récit nous transportera directement dans les années 90, dans la moiteur d'une nuit d'été du sud-est de la France. Une simple expérience entre adolescents qui va basculer à cause de 3 coups frappés à la porte du néant. Puis nous suivrons les pas d'une fillette dont l'enfance s'est brisée net près d'une voie ferrée oubliée. Une découverte macabre qui change à jamais le regard que l'on porte sur le monde des vivants. Nous nous engagerons ensuite dans les couloirs glacés d'une vieille bâtisse centenaire. Une maison où chaque craquement de parquet semble raconter les secrets d'un drame enfoui. Vous découvrirez comment une famille ordinaire a vu son quotidien tourner au cauchemar absolu. Entre apparitions spectrales nocturnes et marques physiques inexplicables, leur témoignage vous glacera le sang. Nous évoquerons aussi les secrets d'outre-tombe d'un père doté d'une sensibilité médiumnique hors du commun. Confronté aux esprits égarés d'enfants réclamant justice après un crime abominable du passé. Mais l'horreur n'est pas toujours invisible, elle prend parfois la forme d'une voiture bleue tapie dans l'ombre. 2 inconnus dont le regard prédateur a traqué 2 jeunes filles sans défense à la tombée de la nuit. Enfin, nous accompagnerons Brandon dans une exploration urbaine nocturne au sein d'un motel abandonné. Là où une poupée ancienne semble se déplacer seule d'une fenêtre brisée à une autre. Chaque histoire a été vérifiée, recoupée et respecte scrupuleusement les mots de ceux qui les ont vécus. Je tiens à remercier chaleureusement tous les abonnés qui ont eu le courage de briser leur propre silence. Ce soir, l'Indicible s'invite chez vous, à travers vos écrans et vos haut-parleurs. N'ayez pas peur de regarder la vérité en face, même si elle défie toutes les lois de la physique. Préparez votre esprit à l'inexplicable, car les récits qui vont suivre vont changer votre nuit. Les lumières s'éteignent désormais sur notre monde rationnel pour laisser place à l'obscurité. Êtes-vous vraiment certain d'être seul dans la pièce où vous vous trouvez en ce moment même ? Écoutez attentivement les bruits de fond, car le premier témoignage commence dès à présent. Nous partons pour le sud-est de la France, au cœur d'une nuit d'été en apparence si paisible. Mais l'obscurité cache parfois des forces qui n'attendent qu'une simple invitation pour franchir le seuil. Alors que le premier mot de l'invocation s'apprête à être prononcé, un frisson glacial traverse soudainement toute l'assemblée. Ce frisson glacial fige instantanément les 5 adolescents assis autour de la table en chaîne. Nous sommes en 1994, dans un petit village reculé du sud-est de la France, où les nuits sont particulièrement sombres. Julien, le plus âgé du groupe, insiste pour poursuivre la séance malgré l'angoisse naissante de ses camarades. Les mains se rejoignent à nouveau, les doigts se frôlant à peine au-dessus des lettres dessinées sur un grand carton. Une lourde planche de bois sert de support à ce rituel improvisé que chacun prend d'abord pour un simple jeu. L'air devient soudainement si épais qu'il devient difficile de respirer normalement dans la pièce close. Sarah, l'une des participantes, ferme les yeux en regrettant profondément d'avoir accepté de venir ce soir. Une vieille horloge à balancier fixée au mur se met à ralentir son tic-tac de manière inexplicable. Le silence qui s'ensuit est si total qu'on croirait la maison entière coupée du reste du monde. Julien commence enfin à prononcer la formule d'appel d'une voix qui tremble légèrement malgré ses efforts. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir parmi les âmes oubliées de cette demeure ? À cet instant précis, le verre renversé au centre du carton bouge d'1 millimètre sans que personne ne le pousse. Les regards se croisent immédiatement, chacun accusant silencieusement l'autre de tricher pour faire peur.
Mais la pâleur extrême du visage de Julien prouve qu'il n'est absolument pas à l'origine de ce mouvement. Le verre glisse de nouveau, traçant une ligne droite et saccadée vers la lettre O. Une sensation d'oppression s'empare de la pièce, comme si une présence physique s'était invitée parmi eux. La température chute si brutalement que la flamme de la bougie commence à bleuer doucement. Les adolescents veulent rompre le cercle, mais une force invisible semble coller leurs doigts au verre. C'est alors qu'un premier coup formidable retentit directement sous les planches du parquet. Le choc est si violent que la table entière tremble, faisant osciller le verre de spiritisme. « Arrêtez tout !» hurle Sarah en essayant de secouer ses mains pour se libérer de cette emprise. Avant que quiconque ne puisse bouger, un deuxième coup résonne, plus fort cette fois, contre le mur principal. Ce bruit sourd et lourd ressemble au martèlement d'un poing humain contre la pierre massive. Les lampes éteintes du salon se mettent à grésiller doucement comme si le courant traversait le vide. Un troisième coup, titanesque, ébranle le plafond juste au-dessus de leur tête baissée. La bougie s'éteint d'un coup sec, plongeant les adolescents dans une obscurité totale et terrifiante. Des cris de panique éclatent alors que chacun tente de fuir à tâtons vers la sortie de la pièce. Julien cherche désespérément l'interrupteur le long du mur rugueux, mais ne rencontre que du vide. La porte d'entrée, pourtant laissée ouverte pour aérer, refuse de s'ouvrir malgré leurs efforts combinés. Une odeur de brûlé et de soufre commence à se propager lentement depuis le centre de la table. Sarah s'effondre au sol, en larmes, serrant ses genoux contre sa poitrine dans un coin sombre. Soudain, les bruits cessent complètement, laissant place à un silence encore plus anormal. Au milieu de ce calme plat, le murmure d'une voix enfantine s'élève depuis le couloir menant à l'étage. Aucun d'eux n'a de petits frères ou de petites sœurs vivant dans cette vieille maison isolée. La voix chuchote des syllabes incompréhensibles qui semblent répéter inlassablement le même prénom. Dans un élan de pure terreur, Julien projette tout son poids contre la lourde porte en bois. La serrure cède enfin dans un craquement sinistre, libérant un passage vers l'extérieur de la propriété. Les 5 jeunes s'enfuient en courant à travers les champs sombres sans jamais oser regarder en arrière. Ils abandonnent derrière eux le carton et leurs affaires, jurant de ne plus jamais parler de cette nuit. Des années plus tard, cette rencontre avec l'inconnu reste gravée comme une blessure ouverte dans leur mémoire. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que briser un tel rituel sans le clore correctement laisse toujours une porte ouverte. L'entité invoquée ce soir-là n'a jamais quitté la région et cherche depuis une nouvelle occasion de se manifester. Alors que les souvenirs s'estompent, une autre enfant s'apprête innocemment à jouer près des frontières de ce même passé maudit. Le soleil de l'après-midi commence déjà à décliner sur la petite commune rurale. La jeune fille se souvient encore parfaitement de l'odeur entêtante de l'herbe sèche cet été-là. Elle n'a que 8 ans et profite de ses vacances scolaires pour s'amuser dehors. Ses amis d'enfance la rejoignent rapidement près de la vieille barrière en bois vermoulu. Le groupe décide immédiatement de lancer une grande partie de cache-cache pour s'occuper. Un des garçons se place contre un tronc d'arbre massif et commence à compter à voix haute. La fillette cherche une cachette originale pour être certaine de remporter la victoire. Son regard se tourne naturellement vers la zone interdite située au-delà du sentier balisé. Les parents ont pourtant répété des dizaines de fois de ne jamais approcher de cet endroit. Une ancienne voie ferrée désaffectée s'enfonce là-bas sous une voûte d'arbres sombres. Portée par l'excitation du jeu, elle décide d'ignorer courageusement les avertissements familiaux. Ses pas légers la guident rapidement sur les traverses en bois mangées par la mousse. L'ambiance change brusquement dès qu'elle pénètre sous le couvert végétal dense. Les rires lointains de ses camarades commencent soudainement à s'estomper dans le lointain. Un silence lourd et inhabituel s'installe tout autour de sa silhouette solitaire. Elle aperçoit un vieux renfoncement en béton destiné autrefois aux ouvriers de la ligne. C'est l'endroit parfait pour se cacher efficacement et surprendre tout le monde. Elle s'approche doucement en essayant de ne pas faire crisser les graviers du ballast. Une étrange odeur âcre et inhabituelle commence pourtant à lui picoter les narines. Elle pense d'abord qu'il s'agit simplement d'un animal sauvage mort dans les buissons. Un frisson inexpliqué parcourt soudainement toutes les chines de la petite fille. Ses yeux tentent de percer l'obscurité totale qui règne à l'intérieur de la cavité. Une forme volumineuse et étrange gît sur le sol poussiéreux de la structure. Elle fait un pas supplémentaire en avant, poussée par une curiosité enfantine morbide. La lueur rasante du crépuscule éclaire soudainement une paire de vieilles chaussures usées. Ces chaussures sont attachées à des jambes immobiles qui ne bougent absolument pas. Le cœur de l'enfant se met à battre la chamade dans sa poitrine étroite. Elle réalise avec horreur qu'il s'agit d'un être humain étendu de tout son long.
le corps semble figé depuis de nombreux jours dans cette position inconfortable. Une vision d'épouvante frappe de plein fouet l'esprit innocent de la jeune fille. Elle pousse un cri strident qui déchire instantanément le silence de la forêt. Prise d'une panique incontrôlable, elle fait demi-tour et s'enfuit en courant, à perdre haleine. Ses pieds trébuchent violemment contre les racines qui envahissent le chemin de fer. Elle se relève immédiatement sans prêter attention aux écorchures sanglantes sur ses genoux. Les larmes brouillent complètement sa vue alors qu'elle émerge enfin de la zone boisée. Ses camarades de jeu s'arrêtent net en la voyant arriver dans un tel état de détresse. Elle hurle des mots incompréhensibles en pointant du doigt la direction des rails maudits. Alertés par l'effroi général, les adultes du village accourent rapidement sur les lieux du drame. Le traumatisme de cette terrible journée restera gravé à tout jamais dans sa mémoire. Les gyrophares de la police nationale commencent déjà à découper la nuit tombante de leurs éclats bleutés. Les enquêteurs s'enfoncent prudemment vers la cachette avec de puissantes lampes torches. Mais ce que les forces de l'ordre s'apprêtent à découvrir dans ce recoin dépasse l'entendement. Alors que le mystère s'épaissit autour de cette mystérieuse dépouille, une menace bien plus ancienne s'éveille doucement au cœur d'une vieille bâtisse centenaire. C'est ainsi qu'une nouvelle page de l'horreur s'ouvre loin de la voie ferrée, au cœur d'une propriété isolée du sud de la France. La famille de Zoé cherchait simplement la paix en s'installant dans cette immense demeure construite au siècle dernier. Les vieux murs en pierre de taille possédaient un charme authentique qui dissimulait parfaitement leur sombre passé. Dès la première nuit, un silence inhabituel et extrêmement lourd s'est abattu sur les grandes pièces vides. Les parquets d'origine ont commencé à émettre des craquements sinistres sans qu'aucun courant d'air n'en soit la cause. Zoé tentait de se rassurer en se disant que le bois travaillait simplement sous l'effet des variations de température. Pourtant, un grondement sourd et régulier semblait provenir des profondeurs mêmes des fondations en pierre. La jeune fille ressentait une présence invisible mais étouffante à chaque fois qu'elle traversait le grand couloir. Les bruits inexpliqués se sont rapidement déplacés vers les combles poussiéreux situés juste au-dessus de sa tête. Des bruits de pas lourds et distincts ont commencé à résonner chaque soir à la même heure précise. On aurait dit qu'un homme marchait lentement d'un bout à l'autre de la charpente centenaire. Les parents de Zoé mettaient initialement ces nuisances sur le compte de gros rongeurs installés sous les tuiles. Mais aucun animal ne pouvait provoquer un impact aussi lourd sur les épaisses solives de bois. Un soir de tempête, les bruits de pas sont descendus le long des marches de l'escalier principal. Zoé est restée pétrifiée sous ses draps en entendant le bois gémir sous un poids invisible. Le bruit s'est arrêté brusquement juste devant la porte close de sa chambre à coucher. Elle retint sa respiration pendant de longues minutes, guettant le moindre souffle de l'autre côté. La sensation d'observation était si intense qu'elle pouvait presque sentir un regard brûlant traverser le panneau de bois. Le lendemain matin, l'atmosphère de la maison était devenue inexplicablement glaciale et hostile. Même les chiens de la famille refusaient désormais de franchir le seuil du salon principal. Ils restaient prostrés dans le couloir en émettant de légers gémissements de terreur continue. Des objets du quotidien ont commencé à changer de place sans que personne n'y touche. Une clé laissée sur la table de la cuisine a été retrouvée au fond d'un tiroir verrouillé. Zoé passait ses journées à vérifier nerveusement chaque recoin de cette demeure trop vaste pour eux. Les miroirs de la maison semblaient renvoyer une image légèrement déformée de la réalité environnante. Parfois, l'ombre de Zoé paraissait bouger dans le reflet avec une fraction de seconde de retard. Cette anomalie visuelle terrifiante la poussait à éviter soigneusement toutes les surfaces vitrées. Une odeur de brûlé et d'humidité mêlée surgissait brusquement dans certaines pièces avant de disparaître. La famille se sentait lentement prise au piège dans un espace qui refusait leur présence d'intrus. Une nuit particulièrement sombre, toutes les portes des placards se sont ouvertes simultanément avec fracas. Le vacarme a réveillé toute la maisonnée en sursaut au milieu d'un silence de mort. Son père est descendu inspecter les lieux armés d'une simple lampe de poche à faible intensité. Il n'a trouvé aucune trace d'effraction ni la moindre explication logique à cet incident nocturne. C'est alors que Zoé a remarqué que l'air ambiant devenait si froid que sa respiration se transformait en buée. Quelque chose d'invisible s'était installé durablement parmi eux, modifiant la structure même de leur quotidien. Les bruits de pas ont repris de plus belle, mais cette fois-ci, ils encerclaient littéralement son lit. Chaque craquement semblait se rapprocher dangereusement du matelas sur lequel elle se tenait prostrée. L'entité invisible ne se contentait plus d'habiter les murs, elle cherchait désormais un contact direct avec les résidents. La terreur psychologique laissait lentement place à des manifestations de plus en plus physiques et agressives.
Alors que l'angoisse atteignait son paroxysme, une marque violacée a commencé à se dessiner sur sa peau sous l'effet d'une force inconnue. La marque violacée sur sa peau continuait de s'étendre, confirmant que l'entité de cette maison centenaire devenait de plus en plus physique. Chaque membre de la famille ressentait désormais une oppression constante, comme si l'air de la demeure s'était considérablement épaissi. Les bruits nocturnes qui terrifiaient les résidents depuis des semaines prirent soudainement une tournure bien plus menaçante. Le lendemain matin, la mère de famille se réveilla avec une sensation de brûlure insupportable au niveau des omoplates. En s'examinant dans le miroir de la salle de bain, elle découvrit avec horreur de nouvelles traces de bleu distinctes le long de sa colonne vertébrale. Ces ecchymoses ne provenaient d'aucun choc physique, mais semblaient être le résultat de pressions exercées par des mains invisibles. Prise de panique, la jeune femme décida d'inspecter minutieusement la chambre pour trouver une explication rationnelle. C'est à ce moment précis qu'elle retira les draps du lit inutilisés de la chambre d'amis. Sur le tissu usé du matelas, une petite empreinte de main parfaitement dessinée apparut à ses yeux. La taille de cette marque correspondait exactement à celle d'un enfant d'environ 6 ans. Pourtant, aucun enfant ne s'était rendu dans cette pièce scellée depuis leur aménagement. L'empreinte semblait incrustée de manière permanente, comme si le tissu avait été brûlé ou marqué par une chaleur intense. Le père de famille, alerté par les cris de sa femme, monta les escaliers en 4e vitesse pour la rejoindre. En découvrant la marque sur le matelas et les bleus sur le corps de son épouse, son scepticisme s'effondra instantanément. Ils réalisèrent que l'histoire tragique de cette vieille demeure cachait des secrets bien plus sombres que prévu. L'atmosphère de la maison changea radicalement de couleur au cours de l'après-midi, devenant glaciale. Les thermomètres indiquaient une température normale, mais le ressenti physique était celui d'un hiver polaire. Des bruits de petits pas légers commencèrent à résonner sur le parquet du couloir supérieur en plein jour. Les bruits étaient distincts et imitaient la course joyeuse d'un jeune enfant qui s'amuse. Le couple se figea au milieu du salon, les yeux fixés sur le plafond d'où provenaient les bruits. Soudain, les bruits de pas s'arrêtèrent juste au-dessus de l'endroit où ils se tenaient. Un rire cristallin, étouffé mais indéniablement enfantin, résonna à travers les conduits d'aération. Ce rire n'avait rien d'innocent, il transmettait une détresse profonde mêlée à de la malice. Déterminé à protéger sa famille, le père décida d'explorer les combles oubliés de la maison. Il installa une échelle branlante et monta lentement vers la trappe sombre. L'odeur de renfermé et de poussière centenaire l'agressa dès qu'il passa la tête à travers l'ouverture. En balayant la pièce de sa lampe torche, il aperçut un amoncellement de vieux objets abandonnés au fond. Parmi les débris reposait une petite poupée de porcelaine au visage brisé, fixant le vide. À côté du jouet, un vêtement blanc usé par le temps attira immédiatement son attention. C'était une robe d'enfant de style victorien tachée par d'étranges marques sombres de dégradation. Un courant d'air soudain fit claquer la trappe derrière lui, le plongeant presque dans l'obscurité totale. Il se retourna brusquement, son cœur battant à tout rompre contre sa poitrine. Dans le coin le plus sombre des combles, la silhouette translucide d'une petite fille commença à se matérialiser. Elle portait la réplique exacte de la robe blanche en dentelle qu'il tenait encore dans ses mains. Ses longs cheveux noirs cachaient entièrement son visage, mais une tristesse absolue émanait de sa présence. Le père resta paralysé, incapable de pousser le moindre cri face à cette vision d'outre-tombe. La mystérieuse fillette leva lentement un bras pâle vers lui, pointant un doigt squelettique en sa direction. Les lattes du plancher se mirent à vibrer violemment, provoquant un vacarme assourdissant dans toute la maison. Un murmure glacial traversa l'esprit du père, répétant en boucle un prénom inconnu, Zoé. Alors que la silhouette de la fillette s'approchait de lui à une vitesse surnaturelle, l'échelle s'effondra soudainement en contrebas, le laissant totalement pris au piège dans le noir face à l'entité. Le cri de panique resta bloqué dans la gorge du père de Zoé alors que l'obscurité totale l'enveloppait après la chute de l'échelle. Ses mains tremblantes fouillèrent désespérément les poches de son vieux pantalon en toile à la recherche d'une source de lumière. Ses doigts glacés finirent par saisir le boîtier métallique de son vieux briquet de poche. Il actionna la molette rugueuse à 3 reprises avant qu'une petite étincelle ne jaillisse enfin. La lueur vacillante révéla immédiatement que la fillette en robe blanche avait disparu du centre de la pièce. Un murmure glacial frôla pourtant son oreille droite, brisant le silence de plomb de la bâtisse. Les mots chuchotés par l'entité invisible résonnaient comme une plainte enfantine étouffée sous des planches. C'est à cet instant précis que le père de Zoé comprit la véritable nature de son fardeau secret. Depuis sa propre enfance, cet homme possédait de rares facultés médiumniques qu'il avait toujours tenté d'étouffer.
Les esprits l'avaient toujours trouvé, attiré par sa lumière spirituelle, comme des papillons de nuit. Il s'assit lourdement sur une poutre poussiéreuse, acceptant enfin la confrontation avec l'invisible. Le vent souffla à travers les tuiles brisées, imitant le gémissement de plusieurs enfants à la fois. Des images résiduelles commencèrent à assaillir violemment l'esprit du médium fatigué. Il vit en vision la maison telle qu'elle était 80 ans auparavant, propre mais étouffante. Un homme de grande taille à la silhouette floue marchait lourdement dans le couloir principal. Derrière lui, la fillette en robe blanche pleurait silencieusement en se cachant le visage. La vision changea brusquement pour montrer le sous-sol de la bâtisse, sombre et humide. Le père de Zoé ressentit alors la terreur pure de la victime face à son bourreau de l'époque. Des bruits d'outils heurtant la terre battue résonnèrent distinctement dans son esprit malade de peur. Les détails sordides d'un crime commis dans le plus grand secret se dessinaient sous ses yeux ouverts. Ce n'était pas une seule âme égarée qui hantait les lieux, mais les restes de 3 jeunes vies brisées. L'ancien propriétaire de la maison avait emporté ses monstrueux secrets dans sa propre tombe. Les bleus apparus sur les bras de son propre fils n'étaient que des marques de jalousie de ces âmes privées d'enfance. La vision s'estompa lentement, le ramenant à la dure réalité de la mansarde glaciale. Le silence revint, plus lourd qu'avant, chargé du poids des révélations d'outre-tombe. Le père savait maintenant qu'un simple exorcisme de surface ne suffirait jamais à libérer cette demeure. Il se leva avec précaution et s'approcha du trou béant où se trouvait l'échelle détruite. En penchant sa main armée du briquet vers le bas, il chercha un moyen de descendre sans se blesser. Heureusement, la corniche d'un vieux placard de l'étage inférieur offrait un appui solide à moins de 2 mètres. Il glissa ses jambes dans l'ouverture, s'accrochant fermement au rebord de bois usé de la trappe. Il se laissa tomber pesamment sur le meuble, provoquant un craquement sinistre qui résonna dans toute la maison. Sans perdre une seconde, il sauta au sol et courut vers la chambre de ses enfants. Il ouvrit la porte à la volée, craignant de découvrir de nouvelles violences invisibles sur sa progéniture. Les enfants dormaient profondément, leur respiration paisible contrastant avec la folie ambiante. Des larmes d'impuissance coulèrent le long de ses joues creuses alors qu'il les regardait amoureusement. Il prit la décision irrévocable de quitter cette maison maudite dès le lever du soleil. Mais le passé refuse souvent d'être ignoré ou fui si facilement par les vivants. Alors qu'il reculait pour fermer la porte, la température de la pièce chuta de manière drastique. Une petite main translucide et glacée se posa soudainement sur sa propre main posée sur la poignée. Un rire d'enfant strident et moqueur éclata simultanément derrière lui, en provenance directe du couloir obscur. Après ces révélations spectrales étouffantes, l'atmosphère change radicalement pour nous plonger dans une terreur bien plus terre-à-terre, mais tout aussi destructrice. Sarah se souvient parfaitement de cette journée d'été étouffante où elle n'avait que 10 ans. Sa meilleure amie de l'époque, une jeune fille rousse nommée Léa, était venue passer l'après-midi chez elle. Les 2 fillettes avaient décidé d'aller s'acheter des bonbons à la petite épicerie située à quelques centaines de mètres du village. Le chemin pour s'y rendre serpentait le long d'une route départementale, peu fréquentée, bordée de grands fossés herbeux. Rien ne semblait pouvoir troubler la quiétude de cet après-midi ensoleillé et paisible. C'est alors qu'un vrombissement sourd et régulier s'est fait entendre au loin derrière elle. Une voiture de couleur bleu foncé est apparue au sommet de la colline, roulant à une allure anormalement réduite. Le véhicule avançait presque au pas, ses pneus crissant doucement sur les graviers du bas-côté. Sarah s'est instinctivement écartée de la chaussée pour laisser passer l'automobile, serrant le bras de sa camarade. En passant à leur hauteur, la voiture a encore ralenti jusqu'à s'immobiliser presque totalement pendant quelques secondes. Derrière les vitres légèrement teintées, 2 hommes fixaient intensément les enfants sans esquisser le moindre mouvement. Le conducteur possédait une casquette sombre enfoncée sur le front, masquant une partie de ses traits fatigués. Le passager avant s'est penché lentement vers la portière, collant presque son visage blafard contre la vitre latérale. Un frisson glacial a traversé l'échine de Sarah alors que le silence de la campagne devenait soudainement assourdissant. Sans dire un mot, le conducteur a soudainement réaccéléré, laissant échapper un nuage de fumée noire du pot d'échappement. Soulagés, les 2 amies ont poussé un soupir de soulagement en regardant le véhicule s'éloigner rapidement. Elles ont pressé le pas pour atteindre enfin la petite épicerie, espérant y trouver la sécurité de la présence humaine. L'achat des bonbons s'est déroulé normalement sous l'œil bienveillant de la vieille marchande du village. Pourtant, le sentiment de malaise refusait de quitter l'esprit de Sarah, qui jetait de fréquents coups d'œil vers la vitrine. 10 minutes plus tard, les 2 fillettes ont repris le chemin inverse pour rentrer à la maison avant le crépuscule. C'est à mi-chemin qu'elles ont aperçu à nouveau la silhouette indubitable de la voiture bleue stationnée au loin.
Les phares du véhicule se sont brusquement allumés, aveuglant les deux enfants malgré la clarté du jour faiblissant. Le conducteur a enclenché la marche arrière dans un grand crissement de pneus pour effectuer un demi-tour violent. La voiture s'est alors dirigée droit sur elle, accélérant de manière agressive et menaçante. Paniquées, Sarah et Léa ont sauté par-dessus le fossé pour s'enfoncer désespérément dans le champ de tournesol adjacent. Les tiges épaisses et rugueuses des plantes leur griffaient le visage et les mains alors qu'elles couraient à perdre haleine. Derrière elles, le bruit lourd d'une portière métallique qui claque a résonné au-dessus du vrombissement du moteur. Des bruits de pas lourds et rapides ont commencé à écraser la végétation sèche à leur poursuite. Léa pleurait en silence, sa robe s'accrochant à chaque branche, ralentissant dangereusement leur fuite éperdue. Sarah la saisit fermement par la main, l'entraînant de force vers une zone où les plantations étaient plus denses. Une voix d'homme, grave et anormalement calme, a retenti à seulement quelques mètres derrière elle. L'inconnu leur demandait de s'arrêter, prétendant mensongèrement qu'il voulait simplement leur indiquer une direction. Les deux amis se sont jetés au sol, s'accroupissant au milieu de la terre battue pour se dissimuler totalement. Elles entendaient la respiration lourde du tracker qui passait juste de l'autre côté de leur rangée de plantes. L'homme s'est arrêté un instant, balayant l'obscurité grandissante du regard, cherchant le moindre mouvement suspect. Sarah serrait ses propres lèvres de toutes ses forces pour étouffer les sanglots de panique qui menaçaient de jaillir. Après de longues minutes d'une agonie insoutenable, le bruit d'un coup de klaxon lointain a brisé la tension. C'était le second individu resté dans la voiture qui rappelait son complice avant que l'alerte ne soit donnée. L'homme a juré entre ses dents avant de faire demi-tour, s'éloignant d'un pas lourd vers la route départementale. Les deux fillettes sont restées prostrées dans la terre pendant ce qui leur a semblé être une éternité. Ce n'est qu'en entendant le moteur de la voiture démarrer en trombe et s'éloigner définitivement qu'elles ont osé bouger. Elles ont couru à travers champs jusqu'à la maison de Sarah, s'effondrant en larmes dans les bras de ses parents stupéfaits. La gendarmerie a été immédiatement prévenue, mais malgré les battues, la voiture bleue et ses occupants n'ont jamais été retrouvés. Sarah a gardé de cette rencontre manquée une peur panique des voitures sombres et des routes isolées pendant toute son adolescence. Ce que la police n'a jamais dit à sa famille, c'est que 3 autres disparitions de mineurs avaient eu lieu dans la région cette année-là. Et chaque fois, les rares témoins avaient mentionné la présence d'une mystérieuse berline bleue rôdant près des écoles. 20 ans plus tard, Sarah a reçu une mystérieuse enveloppe anonyme dans sa boîte aux lettres contenant une simple photo usée par le temps. Sur le cliché jauni, on pouvait voir 2 petites filles de 10 ans, de dos, marchant joyeusement le long d'une route de campagne ensoleillée. Au dos du papier photographique était écrit à la main une phrase terrifiante qui figea le sang de Sarah sur place. Les mots tracés d'une écriture tremblante disaient simplement « Nous vous avons observé grandir et nous savons où vous êtes ». Prise d'un vertige incontrôlable, elle s'est précipitée vers sa fenêtre pour regarder nerveusement dans la rue en contrebas. Garée directement sous son lampadaire, une vieille voiture bleu foncé venait tout juste d'éteindre ses phares dans un silence de mort. Les frissons du dernier témoignage de Sarah s'effacent lentement pour laisser place à notre ultime récit de la nuit. Notre 5e et dernier témoin se nomme Brandon, un passionné d'exploration urbaine habitué aux lieux oubliés. Par une nuit d'automne particulièrement fraîche, il décide d'explorer un ancien motel abandonné depuis les années 80. Pour cette expédition nocturne, sa meilleure amie Chloé l'accompagne avec son propre matériel d'enregistrement. La silhouette massive du bâtiment en forme de U se dresse devant eux comme un vieux monstre endormi. Dès qu'ils franchissent la clôture en lambeaux, un silence d'une lourdeur anormale les enveloppe complètement. Leur lampe de poche balaie méthodiquement la façade grise parsemée de fenêtres brisées. Soudain, le faisceau lumineux de Brandon s'arrête net sur la fenêtre centrale du premier étage. Derrière le verre poussiéreux, une vieille poupée en porcelaine semble les observer intensément. Chloé rit nerveusement en pensant qu'un autre explorateur a simplement voulu faire une mauvaise blague. Décidé à ne pas se laisser intimider par un simple jouet, il se dirige vers la porte principale du hall. L'air à l'intérieur est confiné, imprégné d'une odeur de moisi et de vieux papier peint en décomposition. Il traverse l'ancienne réception où gisent encore de vieux registres de clients ouverts sur le comptoir. Un courant d'air glacial traverse soudainement la pièce, faisant claquer une porte délingandée au fond du couloir. Le bruit sec fait sursauter Chloé qui resserre instantanément sa prise sur sa caméra. Brandon la rassure d'un geste de la main, attribuant ce phénomène au vent, s'engouffrant par les bris de verre. Ils empruntent ensuite l'escalier en béton grinçant pour accéder aux chambres de l'étage supérieur. Arrivés sur le balcon extérieur du premier étage, une étrange sensation d'oppression les saisit simultanément.
Brandon compte les portes pour localiser précisément la chambre où ils ont aperçu la poupée. Il s'arrête devant la chambre numéro 204, dont la porte est légèrement entr'ouverte. D'un coup d'épaule maîtrisé, il pousse lentement le battant qui pivote dans un gémissement métallique aigu. Le faisceau de sa lampe éclaire immédiatement le rebord intérieur de la fenêtre, mais l'endroit est totalement vide. Chloé avance à son tour, balayant frénétiquement la pièce encombrée d'un vieux lit défoncé. La poupée ancienne n'est plus là, pourtant aucune trace de pas ne marque la poussière accumulée au sol. Un frisson glacial remonte le long de l'échine de Brandon alors qu'un sentiment de danger imminent s'installe. Soudain, un bruit sourd de frottement retentit distinctement juste au-dessus de leur tête, venant du plafond. On aurait dit que quelque chose de lourd venait d'être traîné sur le toit du bâtiment. N'écoutant que son instinct, Brandon décide d'inspecter la pièce voisine, la 205, pour comprendre. Chloé le suit de si près qu'elle peut entendre les battements accélérés de sa propre respiration. En dirigeant sa lampe à travers le carreau brisé de la chambre 205, le cœur de Brandon rate un battement. La poupée en porcelaine est assise là, parfaitement droite sur une vieille chaise en plastique au milieu du vide. Ses grands yeux de verre fixe semblent fixer l'objectif de Chloé avec une malveillance absolue. Ce déplacement impossible en moins de 2 minutes brise instantanément toute tentative d'explication rationnelle. Brandon saisit fermement le bras de son ami pour lui faire demi-tour et fuir cet endroit maudit. C'est à cet instant précis qu'un craquement terrifiant résonne depuis la salle de bain de la chambre 205. Le grand miroir mural de la pièce se brise soudainement en 1000 morceaux dans un vacarme assourdissant. Les éclats de verre pulvérisés se projettent violemment contre la cloison, manquant de les blesser à travers la fenêtre. Pris d'une panique viscérale, il dévale les marches de l'escalier à toute vitesse sans jamais se retourner. Il traverse le hall en trombe et se rue à l'extérieur vers la sécurité relative de leur véhicule. Brandon démarre le moteur en trombe, les roues crissant sur le gravier alors qu'il s'éloigne à toute allure. Chloé regarde une dernière fois par la lunette arrière pour s'assurer que rien ne les poursuit. Au premier étage du motel qui s'éloigne, la poupée est de nouveau visible derrière la fenêtre de la chambre 204. C'est sur ce témoignage troublant que se referme notre longue et terrifiante session de confession nocturne. Qu'il s'agisse de spectres du passé, de traumatismes d'enfance ou de forces inexpliquées, l'invisible marche parmi nous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ces récits authentiques et d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous dans l'obscurité, restez curieux et surtout, n'oubliez pas d'éteindre vos lumières avec prudence.